Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? J'ai faim. Ok. D'habitude, les tests sont... Tout a l'air d'assez bien marcher. Youpi. Attendez que je mette ça par là. Et... Bim, me voici. Comment ça va? Il est presque 20h. J'ai réussi à streamer, ça fait 2-3 jours que j'y arrive pas. Parce que j'ai des trucs. Bref. Ce coup-ci, c'est bon. Attendez que je vérifie. Quand même. Parce que les paramètres... Enfin, je sais pas comment ça s'est passé, mais le son de ma dernière VOD est complètement niqué. Et je sais pas pourquoi. Ça m'énerve. Donc... Ouais, donc j'aimerais bien essayer de balancer un peu les sons, histoire d'être sûr que ça va. Écoutez, je pense que ça devrait aller. Je pense, j'espère. On sait rien finalement. La vie est pleine d'incertitudes. Attendez. Si je baisse ça, ça change quelque chose? Ça devrait. Ça devrait, mais... Je trouve que le son est fort saturé chez vous, mais c'est peut-être parce que je parle proche du micro, et en même temps je me dis, pas forcément ça. Si, non, si, c'est ça. Je sais pas. Bon. Hop là. Voilà. Et donc me voici. Je suis là. Et je ne sais pas pourquoi. Le précédent live c'était un peu compliqué parce que j'avais pas mal de coupures de réseau, des trucs comme ça. J'ai cru que tout allait finir par planter. Finalement non, mais il se trouve que ma VOD est complètement niquée, qu'on n'entend rien ou alors qu'on entend trop des trucs et pas ma voix. Ou... Bref. Donc maintenant je rapproche le micro, voilà, comme ceci. Et sachant que j'avais déjà bien rapproché, mais bon. Et là, là je suis vraiment collé à mon bureau, je peux pas aller plus loin que là. Et mon micro est vraiment au niveau de ma bouche. Voilà, donc finalement, on va faire comme ça et espérer, mais c'est pas impossible, parce que c'est pas mes paramètres son, je n'ai rien changé, et le live d'avant était bon, donc voilà. Donc c'est pas impossible s'il y a encore un souci, que ce soit dû au réseau, auquel cas, vas-y, qu'est-ce que je fasse, quoi. Là, franchement, voilà, bref. Donc j'espère que ça va aller. Je pourrais aller regarder, je suis pas sûr de pouvoir en fait. On va vérifier. Ouais, je peux. Bon, vous allez probablement entendre du coup la VOD de maintenant, mais au moins du coup on aura une idée pour le son de si c'est passable ou pas, si ça marche un jour, on ne sait pas finalement. C'est pas la bonne VOD, dommage, on y était presque. C'est celle-là on peut la cutter, ouais. Si on peut, merci, hop là. Et du coup j'essaie d'ouvrir ceci, qui n'a pas l'air très d'accord. Non, effectivement, pour l'instant, il est occupé, donc il ne veut pas l'ouvrir pendant. Bon, bah écoutez, on verra avec ce qu'on a. Voilà, il faut espérer que ça va aller. Pas faire beaucoup plus que ça. Voilà. Et donc, voilà, me voici. J'avais des trucs à faire, j'avais de la lecture, j'avais des machins. Je vais laisser le rendu au fond pour bien vérifier qu'on n'a pas des problèmes. Des fois, que je sais pas où le foutre du coup, mais on va où qu'on puisse le mettre, nous allons l'y mettre. Voilà. Comme ça, on est sûr de pouvoir vérifier qu'il y a, s'il y a des soucis ou pas. Voilà. Ce serait con de se rendre compte trop tard, comme la fois dernière qu'il y a eu un décalage ou d'autres problèmes du genre. Voilà. Bon, du coup, j'ai pas le son, mais déjà, je verrai bien à l'image s'il y a des petits soucis. Hein. Voilà. Et donc, ce soir... Et on va essayer de le faire bien, même si j'ai vraiment très faim et que j'ai pas d'énergie, comme d'habitude. On va... Là. On va parler... Enfin, on va voir des bébêtes bizarres. On découvre... Oula, ça y est, ça rame. Putain, il a pas fallu longtemps. Hein. On va parler de bébêtes bizarres, parce que c'est ce qu'on fait sur la chaîne, mais on va pas parler de n'importe quoi. En général, on parle de bébêtes bizarres et un peu chelous. Ah oui, mais ça n'aide pas, ça.
Voilà. Mais en plus, on va ce coup-ci parler des bébêtes qui font peur, parce qu'il y en a plein, et que bah, c'est le mois d'octobre. Voilà, c'est le Creepy Month. Donc c'est là-dessus qu'on va. Et YouTube est décédé, dommage. C'est bon, il est revenu. Ouf. YouTube tel Jésus revient. Alors, je vais jeter un petit coup d'œil dans ma liste, parce que j'ai bien préparé. D'ailleurs, j'ai agrandi ma liste. Voulez-vous les conseils pour agrandir votre liste? Moi, j'ai réussi. Ça marche vraiment. Et donc, j'ai agrandi ma liste des bébêtes bizarres. En général, pour les lives, je demande l'avis des gens s'ils n'ont pas envie de parler d'espèces ou quoi. Et bien sûr, écrivez-les toujours dans le chat, on sait jamais. Mais pour ces lives-ci, j'avais quand même plutôt envie de parler de bébêtes que je trouve moi, et puis qu'elles sont bizarres et cheloues. Du coup, j'ai trouvé... Elle est où ma liste? Elle est là. J'ai trouvé donc des espèces bizarres. La fois dernière, on m'avait parlé d'un poisson abyssal qui avait un pif très chelou, et une tête très enfin, qui était très chelou dans son ensemble, hein, et qui faisait un peu peur, parce que les poissons abyssaux, souvent, c'est pas très agréable à regarder. Il y en a pas mal, il y a pas mal de trucs que j'ai pu rajouter. Est-ce qu'on est plutôt sur du truc dégueu ou sur du flippant? J'ai un peu de tout, en vrai. J'ai des trucs qui sont vraiment dégueulasses, mais genre ew, et j'ai des trucs qui sont juste flippants. Qu'est-ce qu'on va prendre? On a déjà fait des chauves-souris géantes. On a déjà fait l'hydropode inermis, donc c'est un cerf avec des canines de vampire. On a déjà fait le poisson abyssal, l'Asiognathus dinema, qui avait un gros pif. On a fait le bec en sabot du Nil, que personnellement je ne trouve pas flippant, mais qu'il y en a que si, manifestement, parce que l'animal était classé dans une playlist par un site que j'utilise beaucoup comme site de source pour mes lives. Il était classé dans une playlist qui maintient qu'il est flippant. Bon, écoutez, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait exactement quand on parle de bébêtes bizarres? Ben, on voit un peu ce que c'est, on fait vite fait le tour, hein, on voit où ça vit, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça tronche aussi, on voit un peu, on fait un peu le tour, vite fait. Donc voilà, j'ai toujours pas bien choisi ce qu'on va faire. Je pense on va partir sur plus du flippant que du dégueu. Mais vers quoi, c'est la question, hein. Je ne sais pas. On a des trucs un peu plus impressionnants que d'autres aussi. On a encore quelques animaux géants, hein, rassurez-vous, il y en a. J'hésite. C'est un peu le problème quand il y a trop de choix, du coup. Et oui, maintenant que j'ai beaucoup plus de choix, bah j'ai fatalement plus de choix. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, écoutez, tant pis, on va faire la fourmi. Alors oui, mais il y en a deux. Ah! Il y en a deux, au secours. Laquelle? Si. Si, je sais ce qu'on va faire. Si. Alors, attendez, je vais... Ouais. Merde, j'ai perdu le nom. Il est là. Je suis très bien mis là actuellement pour écrire des trucs, c'est super. Je vais avoir tous mes trucs proches de moi et du coup j'ai un bureau gigantesque mais j'occupe une très petite partie de cet espace, c'est un peu con. Alors oui mais non, c'est pas là que je le cherche. Ah c'est ça. Un papillon de nez qui me casse les couilles. Oui. C'est celle-là? Oui, c'est celle-là, ok. J'ai un ou deux articles un peu sympathiques. Ouais, on peut aller voir ça aussi. Mais surtout, il y a un site qui m'intéresse. Et c'est Animalia, bien sûr. Oui, en français, hein, sinon ça marche pas. Voilà. Donc maintenant, je suis prêt. Oui, j'aurais pu le faire avant, mais j'aurais pu le faire avant. Oui, j'ai activé le... Ouais. Donc, voilà. Comme d'habitude, je vous propose
de partir sur la bébête bizarre, une grosse fourmi bien vénère, vous allez vite comprendre pourquoi. Attendez que je la coche juste, mais d'abord, comme d'habitude... Hop là, générique. Tic-clic, c'est magique. Tic-clic, c'est magique. Tic-clic, l'appareil photo sur moi tu peux compter pour voir et entendre un animal en danger. Zoom dans la grande forêt ou même dans la mer pour trouver l'animal, moi je sais quoi faire. Tic-clic, c'est magique. Bonjour, je suis... Le chat de spectre, le mec qui stream. Et oui, c'est le chat. C'est le chaton de 8 ans et demi. Le gros chaton. Bref, donc on va parler de... Hop là. Oui, alors sans musique, c'est triste. On est d'accord. Merde. Mon PC est en train de hurler. Attendez, laissez-lui 2 secondes de temps de se remettre. C'est bon? T'es d'accord? Ok. On va parler, moi surtout, de ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une fourmi. Paraponera clavata, qui est une fourmi... vous allez comprendre. Voilà, c'est une fourmi. Qu'est-ce qu'une fourmi? C'est une fourmi. Belle réponse, bravo moi. C'est pas n'importe quelle fourmi, on appelle ça aussi parfois une fourmi balle de fusil. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est une fourmi de la famille des Formicidés, une fourmi, de la sous-famille des Paraponerinae, oui, et de la tribu des Paraponerini. Jusque-là, on a tout compris. Si. Elle est souvent appelée fourmi balle de fusil en raison de sa piqûre extrêmement douloureuse comparée à l'impact d'un coup de fusil. En Guyane, on la nomme fourmi flamande. Faites super attention aux flamands, c'est vénère. Voilà. Le genre Paraponera a été décrit par l'entomologiste, donc le spécialiste des insectes Frederick Smith en 1858. L'espèce Paraponera clavata a été décrite par l'entomologiste et écologiste Johann, je ne sais pas lire au secours, Johann Christian Fabricius, des mots et des lettres, hein, voilà, en 1775. L'historien Charlevoix, on n'est pas passé loin de Charleroi, a remarqué cette fourmi en 1730 sous le nom flamande. Bref, plein de gens qui observent la fourmi et qui lui donnent plein de noms différents. Oui, non, d'accord, on s'en fout. Elle s'appelle Bullet Ant en anglais, donc la fourmi balle de fusil. Voilà. Parce que sa piqûre est aussi douloureuse qu'une balle de fusil, fourmi 24 heures, etc. Pourquoi 24 heures? Eh bien parce que sa piqûre vous tue en 24 heures. Voilà. Sympathique, la bébête. Ou pas. Les ouvrières de Paraponera clavata mesurent entre 18 et 30 mm de long, et les reines sont de la même taille car, comme d'autres ponéromorphes primitives, les fourmis Paraponera n'ont pas de polymorphisme. Donc elles ont toutes la même gueule, quoi. Voilà. Leur corps ne varie pas selon plein de trucs. On les trouve où? Au Pérou, en Colombie, en Guyane, au Panama, au Venezuela, au Nicaragua, au Brésil, au Costa Rica, en Bolivie, dans l'Équateur, en Honduras, je sais pas comment ça se prononce, au Paraguay et aux États-Unis. Dans des forêts et encore des forêts et des montagnes plutôt vertes, donc avec pas forcément des forêts, mais beaucoup de la végétation dans un climat essentiellement tropical. Pas beaucoup d'informations sur ce machin tout de même. Et sa population n'est même pas évaluée, donc on sait même pas si l'espèce est un peu en danger ou pas. Et voilà. La fourmi, et donc, tout de suite, Nat Geo, National Geographic, donc, qui en parle. Les secrets de la fourmi balle de fusil, dont la piqûre est la plus douloureuse au monde. Ça fait ouille. Les toxines produites par la fourmi balle de fusil sont particulièrement dangereuses. Sa piqûre est d'ailleurs considérée comme une véritable torture. Oui, n'est-ce pas? En Amazonie, il existe une règle d'or, ne jamais s'appuyer sur un arbre sans l'avoir scrupuleusement examiné au préalable, parce qu'elles sont dans l'écorce, quoi. Outre les réactions cutanées provoquées par certains végétaux, le risque est de mettre la main sur un serpent ou une araignée, ou pire, une fourmi balle de fusil. Paraponera clavata en latin ou conga pour les locaux, se distingue par sa grande taille de 2 à 3 cm. 2 à 3 cm pour une fourmi, c'est pas mal quand même, hein. Son agressivité et sa piqûre extrêmement douloureuse.
L'entomologiste américain Justin O. Schmidt, connu pour avoir établi une échelle de 0 à 4 de la pénibilité des piqûres d'hyménoptères, donc des insectes spécifiques, lui attribua un 4+, sur 0 à 4. Donc elle crève les scores, quoi, elle explose tout. Comparant ce supplice au fait de marcher sur des braises avec un clou de 7 cm et demi planté dans le talon. Ça donne pas envie d'essayer, en tout cas. La douleur, parfois accompagnée de spasmes, se répand en tout le membre touché. Et la patience, car elle dure jusqu'à 24 heures. Il me semblait qu'elle tuait, mais en fait, finalement, non. Enfin, j'ai quand même pas envie d'avoir la sensation de marcher sur des braises avec un clou dans le pied pendant 24 heures. Hein. C'est pas très agréable. Soyons honnêtes. Des neurotoxines atypiques. Dans une étude publiée en juin 2023, des chercheurs australiens se sont intéressés à la façon dont les neurotoxines injectées ciblent les nerfs de la victime. Les nerfs, le système nerveux, c'est le machin qui vous fait ressentir des choses, essentiellement de la douleur, mais pas que, dans tout votre corps. Leur découverte est surprenante. Contrairement aux toxines contenues dans le venin des serpents ou des scorpions, celles des fourmis affectent le corps d'une manière jamais vue auparavant. L'étude a été publiée dans la revue Nature Communications. Je vérifie mon son comme d'habitude. Ça m'a l'air un peu compliqué déjà, vous avez du décalage. Ouf, oui, vous avez la masse de décalage. Bon, attendez, je vous redécale tout ça en espérant que ça marche d'office, parce que ça a souvent tendance à ne pas marcher du premier coup. Parce que je suis maudit. Voilà. Est-ce que c'est bon ? J'ai comme un très gros doute, parce que en fait, chez moi, je ne peux pas évaluer, parce que ça rame dans OBS, ça rame constante. Donc je ne sais pas. Chez vous, c'est... Ouais, ça rame trop aussi, je peux pas savoir. Ça n'a pas l'air ok. Hein. Franchement, c'est pas de la mauvaise foi, mais... Je peux juste pas savoir, là. Ça rame tellement que je ne peux pas savoir. Bon, et bah, je pense qu'il va falloir renoncer. Cast aujourd'hui comme un live, hein. Franchement, ça m'a l'air compliqué. Ça me casse les couilles, mais je ne peux pas y faire grand-chose. C'est fatigant quand même, hein, que rien ne marche jamais. Là, il y a rien, il se passe rien. Donc je sais pas pourquoi mon PC est à genoux, mais bon, écoutez, voilà. Il a décidé qu'il n'avait pas envie de marcher aujourd'hui, ça arrive, c'est comme ça. Je vais essayer quand même de modifier ça. Voir si le PC tank déjà, et puis s'il accepte de faire les changements. Il n'a pas l'air d'être très d'accord. C'est bon? Oui? Ok. Est-ce que c'est... Putain, j'ai vraiment l'impression que c'est un décalage énorme, hein, moi, mais... Ouais, non, vous avez un décalage de ouf. Je vais quand même vous rajouter le décalage en espérant que ça finisse par marcher. Sinon, bah attendez 20 minutes, ça va se réguler tout seul, mais bon. On peut pas faire grand-chose de plus. Putain, ça rame à crever. Pourquoi ça rame? Il se passe rien, hein, OMG. Oh là là. M'énerve. Bon, tant pis, voilà, écoutez, malheureusement, c'est un truc que je ne peux pas régler. C'est comme ça. L'enculé qui gère le réseau a décidé qu'aujourd'hui, ça n'allait pas marcher, c'est comme ça. Donc, voilà. Je vais pas m'arrêter de streamer, parce que ça me fait chier, hein, je peux jamais rien faire sans qu'il y ait un problème dans cette baraque de merde, là, donc tant pis. Nous parlions de la fourmi truc. Oui, c'est bon, hop là. La fourmi balle pistolet. Vous avez vu, j'ai changé la scène Google. Le truc qu'elle a là, pour qu'on puisse voir le texte sans qu'il soit caché par des trucs, parce que comme j'ai dû rechanger mes scènes, il a fallu rechanger 2-3 trucs. Parce que c'était mal cadré, quoi. Bon, là, le texte est un peu plus petit, mais au moins vous avez toute la page. Je sais pas où trop où foutre mes trucs, mais là, pour l'instant, c'est un compromis correct. Donc, dans une super machin, donc, des fourmis au venin très toxique, la fourmi balle de fusil. Afin de mener à bien cette étude, donc il y a des gens qui ont étudié le venin, c'est du venin, le poison en tout cas de la fourmi, et qui ont étudié 2 espèces particulièrement venimeuses. La première, c'est celle dont on parle, c'est Paraponera clavata, sur les balles de fusil en raison de la douleur extrême provoquée par sa piqûre, comparable à celle de se faire tirer dessus. Parmi les effets ressentis, attendez, faut que je baisse le son chez moi parce que je m'entends pas. Parmi les effets ressentis, de graves contractions musculaires et des brûlures. L'entomologiste machin qui a créé, donc ça on avait déjà lu, a classé la piqûre
comme la piqûre d'insecte la plus douloureuse au monde. L'autre espèce de fourmi qui est la fourmi à tête verte, Rhytidoponera metallica, elle kiffe Metallica, endémique d'Australie, présente dans les zones urbaines, sa piqûre provoque une forte sensation de brûlure en quelques secondes. Les piqûres de fourmis balles de fusil peuvent être douloureuses jusqu'à 12 heures, et c'est une profonde douleur qui vous transperce jusque dans vos os, avec de la transpiration et de la chair de poule tout à fait différente de la... J'arrive plus à lire. Tout à fait différente de l'impact de 10 minutes que l'on a après la piqûre d'abeille typique, a déclaré Sam Robinson, auteur principal de l'étude. Nous n'avons pas de fourmis de balles de fusil en Australie, mais notre fourmi verte, ou fourmi à tête verte, peut également bien casser les couilles de manière assez similaire. Des Australiens en ont fait l'expérience. Expérience peu agréable, je pense. Une toxine qui pourrait révolutionner la science. Des études dans les années 90 avaient permis d'identifier chez la fourmi balle de fusil, une poneratoxine, donc une toxine produite spécialement par cette espèce, enfin ce genre-là, c'est-à-dire un peptide neurotoxique paralysant qui bloque l'inactivation des canaux sodiques dans les fibres musculaires squelettiques. Or, ce sont ces canaux sodiques, je comprends pas ce que je dis pour l'instant, qui permettent aux informations des récepteurs de la douleur du système nerveux périphérique d'être transmises au système nerveux central, permettant la sensation de douleur. Ah, en gros... Pourquoi j'ai pas de... Qu'est-ce qu'il fait YouTube là? Je te le dis si je te fais chier, sinon... C'est le bordel. C'est un vrai naufrage, il n'y a rien qui marche, je suis désolé, je peux malheureusement pas faire mieux que ça. Quand vous avez un truc là, quand vous avez une douleur quelque part, c'est parce que votre système nerveux s'active. Et quand vous avez plus mal, il se désactive. Maintenant, imaginez que la fourmi arrive à foutre en l'air votre système de désactivation de vos neurones. Ça fait que votre système nerveux, le truc qui fait que vous sentez de la douleur, ne s'arrête jamais de vous faire sentir de la douleur. Pendant 24 heures, 12 à 24 heures. C'est très violent. Déjà, se prendre un clou dans le pied pendant que vous marchez sur des braises, 30 secondes, c'est douloureux. Si en plus il faut que ça dure 24 heures, bah, c'est très très long. Donc voilà. Allez, ça suffit, ça m'énerve. Dégage YouTube, tu m'emmerdes. Donc, votre capacité à sentir la douleur devient une vraie malédiction parce que ça s'arrête plus. Dans l'étude actuelle, les chercheurs ont cette fois voulu identifier les agents responsables de la douleur dans les neurotoxines des fourmis en examinant quels en étaient les effets au niveau cellulaire et moléculaire. Les résultats sont édifiants. Je vérifie ce qui se passe sur YouTube et je constate que ça n'arrête pas de bugger en boucle. Pour aucune putain de raison, hein, juste pour me faire chier, je pense, mais... C'est tellement buggé. Je peux rien y faire. Hein. Ah bah c'est ça, YouTube ne répond pas. Oui, j'ai remarqué, hein. Putain, non, il a... Qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce qu'il fout, enfin? C'est fatigant, hein. Rien ne peut jamais fonctionner correctement plus de 30 secondes. C'est pas de bol. Je sais qu'il faut y reprendre sur celle-là aussi, ça m'énerve. Là, YouTube est en train de planter, donc je peux rien faire. Là, il plante toujours, donc je peux toujours rien faire. Là, il plante, mais légèrement moins. Mais il me laisse quand même pas faire grand-chose. C'est toujours planté, là. Il veut pas. Là, il veut toujours pas non plus. C'est bugué. Je vous partage un peu mon quotidien de rien qui fonctionne en permanence, parce que sinon, je vais devenir zinzin, en fait. C'est bon? Non, ça marche pas. Donc du coup, c'est bugué toujours là. Donc j'attends. J'attends que ce soit plus bugué. C'est toujours planté là, ça marche pas non plus. Secours. Ah, là, c'est toujours c'est bugué quoi, ça marche pas. Là, c'est ouais, c'est planté. Toujours ça marche pas. Ah non, ça marche pas. J'ai cru, mais en fait non.
Et non, toujours pas, non. Toujours pas. Et non, alors, oui, ça commence à se débloquer un peu. Il se passe quelque chose, mais non, c'est toujours pas... C'est bugué. Genre, c'est bien YouTube, hein. En tout cas, c'est bien foutu, hein. Ça, la liberté d'expression. Franchement, on peut dire que YouTube, c'est quand même vachement cool. Non, c'est de la merde? Dommage. Super. Eh ben, j'attends, hein. J'attends. Ça va, vous? Ah, il a planté. Super. Donc là, maintenant, il marche plus, il fait plus rien. Ah, il a déplanté. Et ça marche toujours pas. Là, maintenant, on a de la musique, mais moi, je peux rien faire du tout. C'est bon? Bon, ça a pas l'air. Écoutez, merde. Commence à en avoir marre. Pourquoi j'ai pas de son? Pourquoi j'ai pas de son? Je vais devenir fou. Je vais devenir fou, il y a rien qui marche. Au secours. Est-ce que c'est mieux? Réponse non, je pense, mais vas-y, j'ai... Non. J'ai même pas le... J'entends même pas la musique chez vous, c'est... C'est mieux ou pas? Ah, on commence à entendre, là c'est trop fort. Beaucoup trop fort. Vrai banger, bien sûr, allez voir. Vous avez le... Ouais, vous l'avez. Bah allez voir, c'est trop bien. Ça m'a l'air mieux, mais c'est... C'est mieux, il me semble. Par contre, j'ai un son qui sature. Je peux pas tout. Je peux pas tout faire. Hein. Je peux pas tout faire. Voilà. Ah ben, je remarque par contre que vous avez de nouveau le son synchro. Et ça, c'est bien. Donc j'avais raison, il y avait bien un décalage. Et il suffit juste de laisser OBS crever dans sa flaque de piste comme une merde tout seul. Voilà. Bon, on va reprendre. Là maintenant, s'il y a de nouveau un problème, je suis désolé, je vais devoir dégager la musique. Hein. Bon. Donc, le venin de la fourmi. Nous avons découvert que les toxines de fourmis se lient au canaux sodiques et se font machin, ça. Ok, donc le machin, il vous fait très très mal et il vous empêche de plus avoir mal. Avant d'ajouter... Non. Nous avons découvert que les toxines de fourmis se lient aux canaux sodiques et les font s'ouvrir plus facilement et rester ouverts, actifs, ce qui se traduit par un signal de douleur plus durable. Voilà, ça vous empêche d'arrêter de ressentir de la douleur. Avant d'ajouter, ces neurotoxines qui ciblent les canaux sodiques sont uniques aux fourmis. Personne n'a trouvé quoi que ce soit qui ressemble ou agisse de la même manière, nous avons donc maintenant un nouvel ensemble d'outils avec lesquels travailler. Et ça c'est bien stylé. Donc on a trouvé une particularité très spéciale chez les fourmis qui fait qu'elles ont la capacité d'empêcher votre système nerveux de prendre une pause. Ce qui est horrible et en même temps très intéressant. Ça permet de... Il doit y avoir plein d'applications dans le monde de la médecine moderne. En effet, le poison, par exemple, c'est un truc qui n'est pas forcément si mauvais que ça. Enfin, si, là, comme ça, le poison, c'est mal. Mais il y a moyen de se préparer avec le poison pour faire des... Il y a moyen, quoi. Il y a moyen d'utiliser le poison pour s'immuniser au poison en le prenant, par exemple, régulièrement à petite dose, fort diluée. Vous aurez la chiasse, mais vous aurez que la chiasse et vous en mourrez pas, au final, alors que normalement, vous devriez en mourir. Donc voilà. Donc ça, c'est un concept un peu spécial, mais il y a des tas de trucs à en tirer pour la médecine de cette mécanique-là chez les fourmis, du coup. C'est très intéressant. Voilà. Cette découverte est essentielle pour les chercheurs, leur permettant une meilleure compréhension du fonctionnement de la douleur
et des opportunités pour développer de nouvelles façons de la traiter. Nous voulons comprendre la douleur au niveau moléculaire, et les toxines sont des outils fantastiques pour y parvenir, conclut Sam Robinson. Merci à cette personne. Alors, quoi d'autre? Il y avait abeille truc, mais le site a planté. Super. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre sur cette fourmi? Dont j'ai pas le nom complet d'ailleurs, ça pourquoi? Paraponera. Clavata. D'accord. Ah là, ici. Tac. Voilà, alors on va trouver d'autres trucs. Hein. Là c'est bien, mais c'est un peu léger. Dans les anthariums. Oui, non, c'est une fiche d'élevage, c'est de la merde ça. Ça c'est un couillon. L'animal du mois, réserve nationale du naturel régional trésor. Ouais. Action d'instant, je sais pas. On va aller voir. Et ça, il veut pas. Non, il veut pas. Alors, l'animal du mois, Paraponera clavata. C'est une espèce de fourmi bien connue appelée localement fourmi flamande, mais aussi fourmi 24 heures ou fourmi balle de fusil, une traduction du nom anglais de l'espèce. Ah oui, donc fourmi balle de fusil, c'est parce qu'on appelle bullet ant en anglais. En référence à la violente douleur provoquée par sa piqûre, elle se caractérise par une taille de 2,5 cm, ce qui est beaucoup pour une fourmi. Dépassée seulement de quelques millimètres par ses proches cousines amazoniennes, les Dinoponera, communes sur le territoire guyanais. Les Paraponera appartiennent à une tribu primitive de fourmis qui forment des colonies comportant peu d'individus, jusqu'à une centaine seulement, et dont les castes sont très peu différenciées. Dans les fourmis qu'on connaît nous, on a l'habitude qu'il y ait plein de types, enfin plein de jobs très spécifiques, et qu'elles soient très nombreuses. Là, elles ne sont pas du tout autant, et en plus, elles font plus ou moins toutes la même chose. Et dont les castes sont très peu différenciées, les ouvrières et la reproductrice étant quasiment identiques. Ce sont essentiellement des animaux nocturnes. Et j'entends du son dehors et ça m'énerve. Ce sont essentiellement des animaux nocturnes et arboricoles avec une fourmilière caractéristique disposée au pied d'un arbre et dont les ouvertures donnent directement sur le tronc, permettant un accès facilité aux hauteurs de la forêt pour partir en chasse. Si les individus erratiques sont peu enclins à la confrontation, il en est tout à fait autrement dès lors qu'il s'agit de défendre leur gîte. Les Paraponera clavata deviennent alors particulièrement agressives et plusieurs individus sortiront du sol. Ah oui, c'est vrai. Sont peu enclins à la confrontation. Il est tout à fait normal. Particulièrement. Donc elles sont agressives sa mère et plusieurs individus sortiront du sol pour attaquer tout ce qui passera à portée de leur mandibule. Il faut pas les faire chier. Et surtout de leur dard. En tendant l'oreille, on pourra alors entendre les différents spécimens striduler pour maintenir leurs congénères en alerte. La prudence sera alors de mise. Comme évoqué un peu plus haut, Paraponera clavata est réputé pour l'intensité extrême de sa piqûre, qui fait très très mal. Considérée comme la plus douloureuse de tout le monde des insectes. Ce constat de puissance en fait un animal respecté et hautement symbolique pour de nombreuses populations amérindiennes. Elle est utilisée comme rite d'initiation, notamment pour le passage de l'enfant à l'adulte. Pauvre bête. Des fourmis préalablement endormies sont incorporées dans les fibres végétales tressées pour faire des éléments de vannerie carrée, je ne sais pas ce que c'est, qui sont directement appliqués sur le torse, le bras ou les autres parties du corps de l'adolescent. En Guyane, les Wayana pratiquent ce rituel traditionnel repris sous le nom de maraké. Eh bien. Ça c'est la bébête. Et il y a ceci. C'est pas beau, hein. C'est une tête de fourmi. On ne le voit pas, mais c'est le devant de la tête de la fourmi. Une réputation sulfureuse. Paraponera clavata est une grande fourmi.
Entre 18 mm et 30 mm. Personne n'est d'accord, j'ai l'impression. S'il y a un insecte qui sait faire le buzz, c'est bien notre Paraponera. Elle a en effet la réputation d'être dans la team des insectes qui peuvent infliger la plus douloureuse des piqûres. L'échelle de Schmidt. Donc ça, c'est le gars qui a créé une échelle pour savoir à quel point la piqûre fait mal. Comme le mec qui a créé l'échelle pour savoir à quel point un piment est violent. Donc j'ai oublié le nom aussi. Richter ? Je sais plus. Quoi de mieux que cet article sur Paraponera clavata pour évoquer cette échelle créée par un entomologiste, donc toujours le spécialiste des insectes, Justin Oliver Schmidt, qui a donc établi cette gradation allant de 0 à 4 et qui l'a classé à 4+. Il s'est donc volontairement laissé piquer par pléthore d'espèces. Courageux le mec, parce que moi, non. Moi, si je vois une abeille, je hurle en fait, donc voilà. Il s'avère que Paraponera clavata en sort avec une mention ++. Elle atteint le niveau 4+, surclassant les guêpes Pepsis, les pompilidés, qui paralysent les mygales, et qui arrivent quand même à 4. Donc cette fourmi fait encore plus mal. Les classiques hyménoptères comme l'abeille européenne ou le frelon n'obtiennent que la moyenne de 2, ce qui est tout nul, évidemment. Nos chères petites guêpes polistes arrivent à 3. Des descriptions imagées, c'est pas pareil. Voici comment Schmidt décrit les sensations. Le frelon, ça fait fort mal, douleur riche. La guêpe poliste fait une douleur caustique et brûlante, je sais pas ce que c'est caustique, mais ça doit pas être agréable et ça chauffe. La guêpe Pepsis fait... alors c'est presque comme le coca, mais c'est pas pareil, lol. Donc ça, une douleur aveuglante. Oui, alors ça j'ai pas par contre. Hein. Féroce et électrique. Ça donne l'impression de se prendre un coup de jus, j'imagine. Par contre, la fourmi Paraponera donne une douleur pure, intense et brillante. C'est des termes quand même un peu spéciaux. Hein. Voilà, à vous de voir ce que ça vous évoque. Moi, dans tous les cas, ça m'évoque beaucoup de douleur, mais ok. Un venin redoutable, le venin de Paraponera clavata est composé d'acide formique et d'une peptide neurotoxique, la ponératoxine. Son effet est immédiat, il irradie dans tout le membre touché. Outre la douleur, ce poison provoque fièvre, sueur froide, nausées, arythmie cardiaque et d'autres trucs. Les symptômes peuvent durer plusieurs heures, d'où le surnom de fourmi 24 heures qui lui est aussi associé. De cuisanrite, la douloureuse piqûre de ce machin lui vaut aussi d'être utilisée par certaines tribus dans les forêts amazoniennes pour des rites initiatiques. Sont aussi réalisés à d'autres moments de la vie. Les ouvrières sont capturées après avoir été endormies et sont emprisonnées dans des tresses de vannerie, un plastron ou un gant. Quand les fourmis sont réveillées, on appose le plastron ou on enfile le gant au postulant. Ce dernier devra rester le plus stoïque possible face à la douleur. Ok. D'accord. C'est super. Eh ben... Du coup, ça devient Shadow of the Colossus, hein. Toutes les fourmis doivent s'attaquer à l'énorme main qu'il y a dans le gant, quelle horreur. Pour les deux, hein. Petite colonie. Paraponera clavata vit dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud, du Nicaragua jusqu'au Paraguay. La fourmilière, située entre les racines du gros arbre, abrite quelques dizaines à une centaine d'individus. Les ouvrières chassent alors aux alentours du nid, sur le tronc et au sol. Essentiellement insectivore, elle consomme aussi du nectar et la sève des plantes. C'est pas beau, hein. Non, c'est pas beau, hein. C'est tout ? Bah, c'est tout. Eh ben, c'est déjà pas mal. Ça fait 1. Je propose, parce qu'il me reste de l'énergie et qu'en vrai, ce fut assez court, qu'on en fasse une deuxième, pas une fourmi. Rassurez-vous, on n'en fera pas d'autres. Pas ce soir. Je vous dis qu'il en restait une autre à faire, mais là non. Là, on va passer à autre chose. Alors oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait ? On a fait une fourmi, un gros insecte. Donc, j'ai encore d'autres insectes, mais je les garde pour une autre fois. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Allez, celle-là n'est pas très flippante. Elle est même, je trouve, pas flippante du tout. Mais, encore une fois, il y en a qui la trouvent terrifiante. Écoutez, chacun ses peurs. Mais, dans l'ensemble, rassurez-vous,
exit la fourmi qu'elle est dégueu, quoi. On va faire un truc plus agréable. Voilà. Est-ce que vous connaissez... C'est plus une bizarrerie qu'un truc vraiment bizarre. Hein. Oui, il sait pas écrire. Au secours. Au secours, allez. Non. Voilà. Est-ce que vous connaissez la tortue Mata Mata? On a fait des tortues qui ressemblaient pas vraiment à des tortues et des grenouilles qui ressemblaient pas vraiment à des grenouilles. Elle est un peu entre les deux. C'est pas n'importe quoi, mais c'est spécial. Regardez, ceci, c'est une tortue. Si, je vous assure. Regardez derrière, il y a la carapace et tout. Ici, c'est une tortue. Voilà, elle est un peu chelou, je vous l'accorde. Alors, la tortue Mata Mata. Elle est forcément sur Animalia. Ah, ça plante de partout. Voilà. Oh, attends, elle est sur le site du Muséum d'Histoire Naturelle. Ça, c'est toujours un truc avec des bonnes valeurs sûres. Ah, c'est Léo. Allez, j'arrive. Je vais ouvrir mon chat. Voilà, j'ai fait rentrer le gros chaton. Hop. Et donc moi je veux Animalia ici. Ah, il va passer faire coucou. Oui, oula, dis donc attends. Si tu prends de la place, toi tu es en train de frôler mon verre et ça me... Bah oui, forcément, tu vois bien qu'il n'y a pas la place, Léo. Putain. Mais il n'y a pas la place. Bon, je pense qu'il a fini. Ça me rassure un peu qu'il vienne chercher des câlins parce que j'ai dû lui donner son vermifuge hier et... C'était un putain de défi. Eh oui. Il s'est vraiment pas laissé faire hier. Non, d'accord. Léo, je t'ai mis un panier, je fais des trucs. S'il te plaît.
Bon. Donc là, putain. Là tu me prends trop d'énergie là. Eh. Ça, je suis pas d'accord. Hein. Bon. Donc. La tortue Matamata. Donc, Kelus fimbriata. Fimbriata, je sais pas. Un des deux représentants du genre Kelus est une espèce de tortue de la famille des Kelidés. C'est une tortue d'eau douce à l'aspect original par rapport aux autres espèces de son ordre. Elle a suscité la curiosité de nombreux scientifiques. Elle se répartit globalement en Amérique du Sud, notamment dans le bassin amazonien, alors que sa proche cousine Kelus orinocensis fréquente les bassins... Hop. Non, merde. De l'Orénoque et du Rio Negro. Je vais vérifier le machin, Kelus. On parle quand même d'une tortue Matamata avec ça. Hein. Donc on dirait qu'il y a deux espèces de Matamata. Ah, il n'existe pas une, mais deux espèces de tortues Matamata. On ira voir ça après. Une nouvelle espèce de tortue Matamata découverte grâce à la génétique. Ah, c'est bien ça. Bon, retournons voir la Matamata. Donc elle a une cousine proche. Du coup, la Matamata, c'est un genre qui englobe deux espèces. Elle est carnivore, bouffe de la viande, nocturne, elle vit la nuit, piscivore, elle bouffe des poissons, aquatique, elle vit dans l'eau, prédateur, basta prédateur, elle fait des terriers dans l'eau. Imagine. Elle nage, elle est ovipare, elle pond des œufs, elle est pré-sociale, j'ai déjà parlé plein de fois de l'aspect social des animaux, des autres animaux que l'être humain, qui est un bordel monstre. Donc, voilà. Ne le prenez pas trop au pied de la lettre, hein. C'est un peu... voilà, quoi. Il y a encore un couillon, un bot qui va se mettre des trucs dans mon chat. Ne prenez pas trop... vous emmerdez pas trop avec les termes de sociabilité. C'est assez aléatoire, c'est pas... Ça change tout le temps. C'est vraiment beaucoup de termes très compliqués pour parler de trucs qu'on n'est jamais trop sûr de vraiment observer ou d'interpréter correctement. C'est très compliqué. En gros, la tortue est plus ou moins sociable. Sociable. Polygyne, ça veut dire que les mâles peuvent ken... que différents mâles peuvent ken plusieurs... Non. J'ai du mal avec le terme. Je sais plus si c'est plusieurs... Enfin, un mâle qui peut se reproduire plusieurs fois avec des femelles. Ou des femelles qui peuvent se reproduire plusieurs fois avec des mâles. Enfin, une femelle qui se reproduit plusieurs fois avec des mâles ou l'inverse. On va vérifier. La polygynie est un système d'accouplement dans lequel un mâle vit et s'accouple avec plusieurs femelles. Oui, mais tu m'emmerdes, Léo. En plus, quand j'essaie de te bouger, tu me mords. Donc, t'es gentil, mais... Voilà. Donc, si tu veux, t'as ton coussin ici. Tu peux venir là. Donc, il s'accouple avec plusieurs... Donc voilà, un mâle s'accouple avec plusieurs femelles, mais une femelle ne s'accouple qu'une seule fois. Enfin, pas qu'une seule fois tout au long de sa vie, mais genre une seule fois par reproduction. Par saison des amours, si vous voulez. Tous les animaux n'ont pas de saison des amours, mais bref. Alors, remarquez la petite contradiction, pré-sociale mais solitaire. Voilà. C'est quand même un animal qui vit pas spécialement en groupe. Hein. Juste, souvent quand tu vois sur ce site une forme de sociabilité plus un truc rapport au sexe et sur la façon de se reproduire, souvent c'est pour dire en gros, parce que c'est pas toujours le cas, ils s'entendent pour le sexe. Mais après c'est tout. Voilà, tu fais tes valises, c'était sympathique, mais ça a duré 2 minutes.
Non migrateur, il change pas. Une fois qu'il a trouvé sa zone, il reste dedans. Apparence. Bon, bah, vous voyez bien qu'elle est bien spéciale, cette tortue. Donc, on le trouve en Amérique du Sud, en Bolivie, au Pérou, dans l'Équateur, en Colombie, au Venezuela, au Brésil, en écozone néotropique. La matamata est une tortue endémique, ça veut dire qu'elle vit exclusivement en Amérique du Sud. Endémique d'Amérique du Sud. Elle se rencontre dans les bassins amazoniens, en Guyane, au Suriname. Suriname, on a trouvé des... On avait déjà parlé de crapauds très chelous là-bas. En Guyane, dans le nord de la Bolivie, je vais pas vous faire toute la liste, hein, c'est ici. Je pourrais éviter de faire tes griffes dans mon tapis de marche, s'il te plaît. Oui. Là, qui fait ses griffes dans mon tapis de marche maintenant. Il a décidé d'être insupportable aujourd'hui, j'ai l'impression. Elle a également été introduite en Floride, à Pembroke Park, en 1966, mais n'aurait pas réussi à s'adapter malgré les rumeurs persistantes dans la région. On aurait dit qu'on en voit toujours de temps en temps, mais globalement non. La matamata est une tortue d'eau douce, vivant en partie dans les eaux tièdes et en partie sur les berges. J'ai encore plein de poils de Léo dans les yeux. Donc en partie dans les berges et en partie dans les... Donc voilà, donc vivant en partie dans les eaux tièdes et dans des eaux sur les berges, dans les différents milieux où on a pu l'observer à l'état sauvage, donc une tortue d'eau douce. On la retrouve dans les lacs, dans les rivières, les eaux stagnantes, les marécages, les zones boueuses, les canaux d'évacuation, les eaux de pluie. Elle tolère les remontées d'eau salée dans le fleuve à cause des marées, même si elle préfère éviter de s'aventurer dans les estuaires. Donc c'est une tortue d'eau douce, elle supporte un peu de sel par vague quand il y a communication entre les ruisseaux d'eau douce et la mer, mais globalement elle évite, hein. Ça l'intéresse pas trop. Enfin, ça l'intéresse pas. Il faut savoir que les animaux doivent beaucoup s'adapter pour vivre dans un milieu avec de l'eau de mer, donc salée, ou de l'eau d'eau douce, donc beaucoup moins salée. Ça change tout. Évidemment, quand vous vivez dans un milieu salé, déjà il faut que votre peau le tanque, le supporte et s'adapte à ça, mais en plus, il faut boire des putains de litres de flotte en permanence. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, du coup, on pisse pas autant que ça, parce que comme dans l'essentiel de la flotte qu'on boit, c'est de l'eau salée, mais ça vous déshydrate. Donc en fait, il faut vraiment vous enfiler des gallons de flotte H24 et ne rien pisser. Donc il faut avoir des reins très 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 bons, quoi, pour filtrer tout ce sel que vous n'en avez pas besoin et le virer dans l'urine. Mais pisser le moins possible quand même, parce que l'urine, bah, c'est de l'eau dedans. Et d'autres trucs, mais c'est de l'eau. Alors comment qu'on fait? On peut pas pisser l'eau qu'on vient de s'enfiler, justement, c'est parce qu'on a besoin d'eau. Bref. Du coup, c'est un peu marrant d'imaginer qu'un animal plongé dans l'eau peut mourir de déshydratation s'il boit pas assez, quoi. N'importe quoi mourrait de déshydratation s'il buvait pas assez, mais là on parle d'un poisson, enfin pas d'un poisson du tout, mais on pourrait parler de poissons, parce que là c'est des poissons que je pense. C'est énormément d'organismes marins, d'animaux marins qui se retrouvent qui pourraient mourir de déshydratation s'ils n'étaient pas adaptés. Et c'est marrant, quoi. Enfin, non, c'est pas marrant d'imaginer des animaux morts, mais voilà, c'est dire les adaptations qu'il faut pour pouvoir changer d'un milieu marin à un milieu pas marin. Pas d'un milieu marin à un milieu d'eau douce. La matamata est un animal qui bouge pas beaucoup, c'est une tortue, quoi. Elle est capable de rester immobile pendant de nombreuses heures, elle s'aventure sur les berges le plus souvent uniquement dans le but de pondre. Sinon elle reste dans les eaux peu profondes, d'où elle pourra aisément respirer l'air de son cou extensible qui lui permet d'atteindre les zones d'air au-dessus de l'eau. Elle flotte rarement en surface, préférant rester au fond de l'eau. C'est une espèce plutôt docile, elle n'est pas encline à mordre et n'est d'ailleurs pas capable de le faire, son bec étant beaucoup moins développé que celui des autres tortues. En effet, la matamata est un animal extrêmement photosensible, de ce fait elle reste plutôt un animal crépusculaire. Donc on a dit nocturne au-dessus, il sort la nuit, c'est pas tout à fait vrai. Crépusculaire, c'est un animal qui peut sortir de la tombée de la nuit au lever du jour. Du crépuscule à l'aube. On pourrait croire que c'est nocturne, mais en fait c'est pas ça. Nocturne, c'est vraiment la nuit. Donc c'est quand il fait nuit jusqu'à quand il fait plus nuit, mais pas jour non plus. C'est un peu différent du début du crépuscule jusqu'à lever de l'eau, c'est pas tout à fait pareil.
C'est une espèce plutôt docile, elle n'est pas encline à mordre et n'en est pas d'ailleurs n'en est pas capable. La Matamata est un animal extrêmement photosensible, donc plutôt crépusculaire que nocturne. C'est un animal aquatique, prédateur, tout ça on a déjà vu. Qu'est-ce que ça bouffe? La Matamata a un régime alimentaire plutôt carnivore, elle se nourrit d'alevins, je crois que c'est des poissons, de têtards, c'est pas des poissons, voire d'amphibiens qui sont pas des poissons non plus, ou de poissons qui sont des poissons mais pas toujours parce que vous savez, les actinoptérygiens, les télostéens, pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez. Sur l'île de Trinidad, Kearney a pu également observer des spécimens en 1972 mangeant des crustacés d'eau douce et de petits mammifères nageant dans l'eau. La Matamata pourrait même parfois manger de petits oiseaux. La tortue qui s'enfile des oiseaux, tout va bien. C'est une tortue de fond de marécage qui chasse à l'affût, grâce notamment à son camouflage. Elle pourrait retenir sa respiration pendant de longues heures, ce qui augmente encore sa dangerosité pour ses proies. Le procédé de capture est le suivant, la Matamata aspire ses proies en ouvrant une très large bouche et avec l'aide d'un fort mouvement de sa gorge. Bref. La manœuvre prend environ un cinquantième de seconde. Ah ouais. Ensuite, elle rejette lentement l'eau avalée, ce qui asphyxie les proies attrapées. Eh ben putain. En revanche, n'ayant pas de bec comme les autres tortues, elle ne mâche pas ses proies. Elle ne mâche pas ses mots non plus. Elle utilisera également des replis de peau sensoriels qui l'aideraient à détecter ses proies, bien que ça prête parfois à controverse dans le milieu scientifique, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord là-dessus. Un test a été pratiqué pour savoir ce qu'il en était. Dans un premier temps, on a bandé les yeux d'une Matamata, qui est ensuite parvenu à se nourrir quand même. Dans un second temps, on a coupé les excroissances qui formaient les replis dits sensoriels d'un autre animal. Donc toujours celui-là, mais un autre individu. Et lui, il n'a pas réussi à bouffer correctement. Malgré qu'il possédait ses yeux. Il pouvait voir, mais sans ses replis de peau. C'est ça, hein. Bah, du coup, il pouvait pas se nourrir. Donc ça a fort l'air d'être des organes sensoriels. Néanmoins, une stimulation humaine par contact de ces replis ne provoqua que des mouvements de 1 mm sur le premier cobaye. Les scientifiques en ont déduit que la tortue faisait la différence entre un mouvement de proie et un simple contact. Une autre théorie dit que la Matamata possède deux grands tympans sur les deux côtés de la tête capables de détecter les vibrations. Les tympans, c'est le truc que vous avez dans les oreilles qui permet de permettre les sons. C'est ça qui vibre très fort et qui vous fait entendre les choses. Sur les deux côtés de la tête capable de détecter les vibrations et ainsi de faire une sorte de triangulation pour savoir où est la proie. En gros, le truc entendrait tellement bien qu'il saurait exactement où vous êtes. On a pu observer certaines Matamata en captivité, donc dans des zoos, dans des musées, etc., qui acculaient d'abord leur proie dans un espace confiné pour ensuite les aspirer. En réalité, l'animal apprend les meilleurs moyens de capturer ses proies selon l'environnement où il vit. Il s'adapte en permanence aux conditions de son milieu. Donc sa stratégie de chasse a tendance même à changer selon où tu le mets. Il est donc polygyne, les parades nuptiales sont difficilement observables, mais certains scientifiques parvinrent à relever le comportement suivant. Le mâle chevauche la femelle, sa tête s'étend vers elle, il ouvre et ferme la bouche. Ses pattes se détendent vers elle, il ouvre et ferme la bouche, ses pattes se détendent et lui permettent des mouvements plus rapides que l'ordinaire, et aussi de passer sur sur une femelle un peu plus grosse que lui. Et il veut sortir maintenant, bon bah je reviens. Donc on les observe pas souvent baiser, ni même se dragouiller, mais certains scientifiques parviennent à relever le comportement suivant. Bon, le mâle il fait des trucs sur la femelle. Les œufs sont pondus sur la berge par groupe, variant en moyenne de 12 à 28. Voilà, tout le monde se met sur la berge pour pondre les œufs. Ceux-ci ont une coquille dure mesurant entre 35 et 40 mm de diamètre. D'épaisseur! Ah ouais! C'est pas mal, ouais. Il y a plusieurs pontes par an, principalement entre novembre et décembre. L'incubation des œufs est en moyenne de 200 jours, pour une température d'environ 28 degrés. Une observation faite en couveuse. Donc pas dans le milieu naturel.
ce qui cadre avec les températures automnales sud-américaines. Vers l'âge des 5 ans, c'est vers l'âge des 5 ans que la matamata devient sexuellement mature, ça baise un max. Aucune forme d'attitude maternelle n'a pu être observée chez les mères matamata. C'est les tortues, hein, ça pond les œufs puis ça se casse, c'est ciao. Et le gamin doit retrouver sa route. Enfin, il va faire sa vie et il revient tous les X temps sur la plage de sa naissance pour refaire les gosses. Là, je sais pas si c'est tellement ça avec cette tortue-là, mais l'idée est là que les parents s'en occupent pas, quoi. Mais qui gratte. L'espérance de vie d'une matamata tourne autour de 10 ans et demi, bien qu'en captivité, on l'ait vu atteindre des âges bien plus avancés, jusqu'à 15 ans, ce qui est beaucoup. La population du machin. Ah putain, c'est pas évalué. Voilà, vous savez mon avis, hein. Je pense qu'il faudrait au moins mettre préoccupation mineure, parce que le couillon lambda qui voit ça, et qui par hasard débarque sur ce genre de site, tout ce qu'il va voir, c'est que la population elle n'est pas évaluée. Il va pas voir que la population est menacée, même si manifestement elle l'est. Tout ce qu'il va voir, c'est que ah ben on sait pas en fait. Donc il vaudrait mieux, je pense, mettre préoccupation mineure plutôt que on sait pas. Ça permet, même si on sait pas, c'est sûr qu'il y a forcément une menace quelque part, et ça permet d'éviter aux gens de croire à tort que l'espèce va bien. Aucune espèce ne va bien sur Terre aujourd'hui à cause de nous. Menace démographique. La matamata n'est pas très en proie à la prédation animale. En effet, comme toute tortue en cas de menace d'un quelconque prédateur, elle se replie dans sa carapace. D'ailleurs, le saviez-tu, pour ceux qui le sauraient pas, la carapace, c'est la tortue. C'est pas une partie de la tortue qu'elle peut enlever. Non, ça c'est dans les dessins animés. Une tortue, c'est la carapace. Je vous invite à aller voir les squelettes de tortues, vous comprendrez mieux de quoi je parle. Mais une tortue et sa carapace, c'est son corps. La carapace, c'est pas des vêtements. C'est pas comme la coquille d'un escargot, par exemple. Remarquez, il la sécrète, c'est voilà. Mais un escargot, il sécrète sa coquille et c'est pas son corps. Voilà. Alors que chez une tortue, c'est les os des côtes, des clavicules. J'en changeais de nom depuis, mais je sais plus comment ça s'appelle une clavicule aujourd'hui, parce que moi j'ai appris ça, j'étais en primaire, mais bon, maintenant j'ai 22 ans, quoi. Donc je crois que le nom a changé, les clavicules, pour un nom beaucoup plus casse-couille, mais bref. Les trucs que vous avez là, qui font le tour du cou, les côtes, etc., tous les os de la cage thoracique sont modifiés, devenus encore plus résistants, et c'est ça qu'on voit à l'extérieur du corps, c'est ça la carapace de la tortue. Et d'ailleurs, sachez-le, c'est sensible. Merci de pas shotter dedans, de pas, globalement, foutre la paix aux animaux. Mais sachez que c'est sensible. Si vous touchez la carapace, elle le sent. Voilà, c'est pas juste une structure osseuse comme ça. C'est un truc très résistant, mais aussi très sensible. Voilà. C'est comme un genre de peau très solide, si vous voulez. Donc voilà, comme toutes les tortues, presque toutes, elles se replient dans sa carapace en cas de danger. Son aspect ne lui donne pas un air très comestible, bien qu'elle le soit. Ah bon. Elle n'a de ce fait pas vraiment de prédateur naturel. L'homme, quant à lui, n'est traditionnellement pas un prédateur de cet animal. On s'amuse pas à la traquer pour tout et pour rien. Par contre, comme on se branle totalement de l'environnement et qu'on s'amuse à couper les arbres, détruire les marais, etc., foutre les sols en l'air, forcément vous vous doutez bien que ça va finir par retomber sur la pauvre bestiole. Hein. D'autant que les trucs dont elle se nourrit, on s'en nourrit aussi, on envoie plein de déchets toxiques dans les eaux. Vous vous doutez bien que cette espèce ne peut pas aller bien avec notre façon de traiter l'environnement. Hein. C'est juste pas possible. Donc on n'est pas directement un prédateur de cet animal, c'est-à-dire qu'on la chasse pas pour X ou Y raison. Les Amérindiens ne la consomment pas, à cause, une fois encore, de son aspect un peu dégueu, rébarbatif, mais aussi de l'odeur nauséabonde qu'elle dégage. Elle sent pas bon. Mais du fait de sa popularité, cette tortue est ramassée en masse pour des collectionneurs peu scrupuleux. Et oui, pas étonnant. Ça a pour effet une raréfaction de la matamata dans certaines zones. Sa capture est donc devenue illégale en Guyane française. En revanche, au niveau international, aucun règlement particulier ne régit sa capture, ce qui n'est pas normal. Néanmoins, peu de particuliers possèdent des matamata, étant donné la relative difficulté des soins à leur apporter. C'est un bordel à entretenir, on dirait. La découverte en 2020 de l'existence de non pas une, mais bien de 2 espèces matamata, on va y revenir après, Chelus umbriata et Chelus orinocensis, amène à réévaluer le statut de conservation de ces tortues. En raison de cette scission en 2 espèces, la taille de la population de chaque espèce est en réalité 2 fois plus petite que prévu. Enfin, pas forcément 2 fois, mais il faut couper en 2, quoi.
Niche écologique, les matamata sont des prédateurs importants dans leur écosystème. Ils se nourrissent exclusivement de petits poissons et d'invertébrés aquatiques, et ils contribuent ainsi à contrôler leur population. Alors, pour revenir sur la tortue matamata... Hop. Caelus fimbriatus, donc c'est bien l'espèce dont on parle depuis le début. La tortue matamata est non pas une, mais bien 2 espèces. Là, l'information est datée, donc je complète. 2 tortues d'eau douce aux écailles épineuses, striées et sensibles, je rappelle. Elles présentent des caractéristiques physiques très spécifiques par rapport aux autres tortues. La matamata ne sort jamais de l'eau, si ce n'est pour pondre. Pourtant, elle n'est pas franchement une championne de natation. Elle nage pas très bien, mais elle passe sa vie dans la flotte. Elle se déplace peu, est capable de rester immobile pendant des heures pour respirer sans remonter à la surface. Elle étire juste son long cou et fait émerger une petite trompe où se trouvent ses narines. Elle vient sniffer l'air à la surface en fait. Entre ses écailles épineuses et sa tête d'apparence rocheuse, cette tortue est la reine du camouflage. Elle a beau peser plus de 10 kg à l'âge adulte, elle n'a absolument aucun mal à se confondre avec les fonds boueux des cours d'eau du bassin amazonien. En eau trouble, les 2 barbillons sensoriels situés autour de sa bouche lui permettraient de mieux détecter ses proies. Carnivore, elle se nourrit essentiellement de petits poissous. Et là, vous avez toute la fiche d'identité du machin. Et on la trouve donc dans le nord de l'Amérique du Sud. Mais pas que. Ça, c'est sa région d'origine. On la trouve dans tous les autres endroits que j'ai cités avant. Je sais que ça, on va voir ça une autre fois. Alors, on a parlé de Caelus fimbriatus, je sais plus. Donc la principale tortue matamata qu'on connaît de base, mais il en existe une deuxième. Ça, on s'en fout. Hop là, c'est ici. Il n'existe pas une, mais bien 2 espèces de matamata. Regardez comme elle a l'air jouasse. Elle a pas l'air difficile à vivre. Hein. Elle a l'air sympathique. Moche, mais sympathique. De nouvelles analyses génétiques montrent qu'il existe en réalité 2 espèces de tortues matamata séparées durant le Miocène, une époque qui date d'il y a 13 millions d'années. Des tortues pas comme les autres, la matamata Caelus fimbriata, et jusqu'à présent considérée comme l'unique représentante du genre Caelus, est en réalité une espèce de tortue de la famille des Caelidés, ce reptile d'eau douce retrouvé en Amérique du Sud dans le bassin amazonien et le bassin de l'Orénoque, a longtemps suscité la curiosité de nombreux scientifiques. Par son profil un peu atypique déjà, la couleur et la forme de sa carapace composée de 3 rangées de plaques bosselées et dentées lui font ressembler en effet à un tas de feuilles mortes, tandis que sa tête, en raison de nombreuses excroissances, évoque les feuilles du muku-muku, une plante aquatique indigène. Tapis dans la boue, ces tortues expertes en camouflage passent alors complètement inaperçues. Et par son mode d'alimentation d'autre part, cachée dans les marécages, la matamata chasse à l'affût, ouvrant sa grande gueule en grand, puis aspirant ses proies. En un cinquantième de seconde, elle rejette ensuite lentement l'eau avalée, asphyxiant finalement ses victimes. Ceci étant dit, plusieurs études ont déjà suggéré que les spécimens identifiés dans l'Orénoque et dans le bassin de l'Amazone présentaient des aspects un peu différents sur la base de ces observations. Fritz, le machin là, et son équipe du Muséum d'Histoire Naturelle de Senckenberg, à Dresde, je sais pas, et les noms là, les lettres, vas-y c'est compliqué. En Allemagne, ont entrepris d'examiner de plus près la composition génétique, encore largement sous-étudiée de ces reptiles. On allait voir dans le plan de construction du corps de ces animaux pour voir est-ce qu'il n'y a pas une petite différence entre celle de l'Orénoque et celle de ailleurs. 2 espèces séparées il y a 13 millions d'années. Elles s'en ressemblent beaucoup, mais donc manifestement, c'est pas pareil. Dans le cadre de cette étude, des chercheurs ont analysé 75 échantillons d'ADN recueillis auprès de spécimens évoluant dans les 2 bassins. Il ressort finalement de ces travaux publiés dans la revue Molecular Phylogenetics and Evolution que le genre Caelus ne propose pas une, mais bien 2 espèces génétiquement et morphologiquement bien distinctes. L'espèce nouvellement décrite qui vient d'être nommée Caelus orinocensis fréquente les bassins de l'Orénoque et du Rio Negro, tandis que l'espèce déjà connue sous le nom de Caelus fimbriata privilégie le bassin amazonien.
Mon radiateur qui fait du bruit, je sais pas. Les analyses génétiques ont également révélé que ces deux espèces s'étaient séparées à la fin du Miocène, il y a environ 13 millions d'années, alors que l'ancien bassin Amazonie-Orinoque commençait à se séparer en deux bassins fluvieux. L'espèce s'est dès lors scindée en deux, puis chacune a suivi sa propre voie évolutive. En gros, on avait une population de tortues, puis d'un jour à l'autre, on se retrouve avec deux populations de tortues dans des territoires qui sont très différents, parce que séparés l'un de l'autre, ce qui n'était pas le cas avant. Donc les tortues ont chacun vécu leur vie, chacune de leur côté, et ont commencé à développer, en évoluant, des caractéristiques très différentes. Et là, vous voyez à droite, c'est pas la Matamata qu'on connaît, c'est Orinocensis, et à gauche, c'est Fimbriatus. Et vous voyez bien que ça n'a rien à voir. Il y en a une qui est toute pointue, l'autre qui est pas pointue. Ça se voit surtout au niveau de la carapace, mais voilà. L'espèce nouvellement décrite Orinocensis retrouvée dans le bassin. Voilà. Cette nouvelle découverte, explique le chercheur, doit également nous mener à réévaluer le statut de conservation de ces tortues. Jusqu'à présent, cette espèce n'était pas considérée comme menacée d'extinction, compte tenu de sa large distribution, dit-il. Cependant, nos résultats montrent qu'en raison de cette scission en deux espèces, la taille et la population de chaque espèce est en réalité beaucoup plus petite que prévu. Et oui. Je vous avais dit qu'elle était menacée. On ne sait pas à quel point, mais en fait, elle se porte énormément moins bien que ce qu'on croyait. Hop. Une nouvelle espèce de tortue découverte grâce à la génétique. Donc ça va réexpliquer un peu plus en détail ce qu'on vient de voir. Il n'existait qu'une seule espèce de tortue Matamata jusqu'à aujourd'hui. Sur les bases d'une étude génétique, des chercheurs de l'Institut Senckenberg en Allemagne ont distingué deux populations de tortues Matamata, celle du bassin de l'Amazone, Caelus fimbriata, et celle de la rivière Orinoco, en Amérique du Sud, Caelus orinocensis. Grâce à l'étude de 75 échantillons d'ADN, machin, on a déjà lu. Elles sont connues pour leur physique pour le moins étrange, pourtant celui-ci est parfaitement adapté à leur mode de vie, lui aussi à part dans le monde des tortues. En effet, la tortue Matamata vit enfouie dans la vase, sous l'eau. Son corps, qui rappelle un rocher couvert d'algues, lui permet de se fondre dans son environnement. Si une proie passe devant elle, elle ouvre grand sa gueule et l'attrape sans cri égard. Oui. Et ça, c'est pour moi plus tard, peut-être après le Creepy Month. On verra bien. Parce que cette bébête-là, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est les couleurs, si c'est le physique ou quoi, mais elle m'inspire de la bizarrerie et je sens que ça va être intéressant de se plonger un peu dessus. Mais pas aujourd'hui, parce que j'ai faim, parce que je suis fatigué et parce qu'on a déjà vu deux bébêtes, alors je pense qu'on va s'arrêter là. Mais demain ou après-demain, demain ça va être compliqué, c'est pas impossible, bref on verra. Nous verrons donc des nouvelles espèces, entre 1 à 2, déjà c'est bien. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous pour... pareil avec d'autres bébêtes, demain, sinon après-demain, entre le début d'après-midi et la fin de soirée. Voilà. Oui. Voilà. Sur ce, passez une bonne soirée. Sur ce, je vous laisse. Ciao!